citoyens et des consommateurs qu'on est aux enjeux à la fois environnementaux et sanitaires et sociaux. Alors environnementaux et sanitaires parce que le transport routier, comme vous le savez, c'est quand même une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national. C'est à peu près le tiers des émissions. C'est la moitié des polluants atmosphériques, responsable quand même de près de 50 000 décès par an en France. C'est pas négligeable. Et puis des enjeux sociaux parce que alors c'est un sujet qui est montant, qui était un petit peu mis sous le tapis aussi, ou en tout cas qui était sous les radars, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus prégnant, je dirais. C'est les conditions de livraison et puis la précarisation du métier de livreur. Alors, il y avait une certaine omerta sur le sujet il y a encore quelques années. Cette omerta est quand même en phase d'être en partie levée et on peut s'en réjouir. Alors, le dernier phénomène qui est plus conjoncturel, c'est bien sûr la crise sanitaire, qui nous a fait prendre certainement conscience de nos fragilités, de nos vulnérabilités, et notamment de nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Donc, on peut espérer que le monde qu'on construit aujourd'hui, qui sera un peu le monde d'après, sera un peu plus résilient, avec un peu plus de relocalisation et pour la logistique, bien sûr, de développement de circuits courts. Alors, on ne part pas de rien sur la logistique urbaine parce que, comme vous le savez, il y a un grand nombre d'enseignements, de connaissances, d'outils, de méthodes accumulées au fil des ans, notamment par le programme Marchandises en ville, que certains d'entre vous connaissent, et qui a beaucoup contribué, je pense, à sensibiliser à la fois le politique, mais aussi toute une panoplie d'acteurs publics et privés à ces questions de logistique urbaine, et qui a proposé un certain nombre d'outils, de modèles, de méthodes d'évaluation, et qui a su aussi capitaliser sur un grand nombre de retours d'expérience. Des publications encore récentes du programme qu'on tient évidemment à votre disposition peuvent éclairer certains d'entre vous si effectivement vous n'en avez pas connaissance. Et ce webinaire d'aujourd'hui donc s'inscrit dans la continuité de toutes ces actions menées au fil des ans et notamment par Daniel, qui est quand même, j'allais dire, la marathonienne au très long cours sur ces questions de logistique et qui a énormément contribué à cette prise de conscience aujourd'hui de l'importance en fait du sujet à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, alors l'événement d'aujourd'hui, c'est évidemment pas le premier du genre. On en a organisé, enfin Centre-Ville en Mouvement notamment, on a organisé plusieurs, notamment lors des assises. Et puis le programme, il y a encore 2 ans, on a organisé aussi des comparables. Il s'inscrit tout à fait dans la continuité de ce qui s'est déjà fait. Et puis ce qu'on vous propose donc aujourd'hui effectivement avec Daniel, c'est de vous tenir un petit peu informé de quelques initiatives récentes d'intérêt en réponse aux défis, aux difficultés que j'évoquais brièvement en préliminaire, et qui, j'espère, vont faire des petits, être pérennisés sous une forme ou sous une autre, ou en tout cas desquels on pourra tirer un certain nombre d'enseignements et de retours d'expérience pour mieux penser la logistique urbaine de demain, et réduire bien sûr son empreinte environnementale et sanitaire, car évidemment pour nous, pouvoir public et État, c'est quand même un sujet, enfin l'un en tout cas des sujets les plus prégnants aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour ces termes introductifs. Je vais céder tout de suite la parole à Daniel pour entrer dans le vif du sujet. Merci. Daniel. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, parce que là, pour le moment, je vois Thibaut. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Impeccable, parfait, Daniel. Bon. Alors, oui, donc, oui, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie qu'on puisse aborder ce sujet qui devient absolument cuisant, parce que vous vous êtes rendu compte quand même tous qu'on avait eu un sacré problème d'approvisionnement des villes pendant cette période de confinement. Et du coup, ça m'avait donné l'idée de faire cet atelier qui sera un tout petit peu particulier. Donc, je vais tout de suite vous expliquer avec mon PowerPoint. Je vais vous le lancer tout de suite. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a fait exprès de répondre aux attentes, en fait. Il se trouve que j'ai été interviewée il n'y a pas très longtemps par un journaliste d'Air Inter
Et la question quand même qu'il posait, c'est celle qu'on va se reposer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les collectivités locales peuvent faire pour accompagner tous ces défis que nous donnent des situations de crise comme aujourd'hui et qui risquent malheureusement de se reproduire souvent et d'être même un peu pérennes dans la mesure où, avec l'explosion du e-commerce, on va avoir du mal à gérer tout ça. Donc, je vais tout de suite vous présenter donc, la petite introduction que je vous propose. Alors, on a donc… Bon, est-ce que vous voyez bien là? Pas du tout. Du moins, vous ne partagez pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là pour partager? Alors, la flèche en bas et vous partagez l'écran. Vous avez… Attendez. Vous avez, quand vous montez la souris, vous avez la vidéo. Ah là, oui. Voilà. Et bien là où il y a la flèche, vous cliquez sur la flèche, c'est partage d'écran. Ouvrir un bac de… J'ai pas la flèche. Ah. Non, si, la voilà. Partager l'écran. Est-ce que vous le voyez? Non. Un petit peu de temps pour que ça charge. Hein. On va passer directement de chez nous votre présentation, Daniel. Alors, j'en profite en attendant que la présentation arrive. Et bien la voilà. Daniel, on parlera de vous après. Daniel, alors, Daniel reprend le micro, je pense, parce qu'elle a dû appuyer sur… Alors, j'en profite par exemple sur ce qu'a dit Thibaut Prévost tout à l'heure par rapport à la livraison aux élus et tout. Il est vrai que Daniel Patier, là depuis le début, depuis la création de notre association, qui se voulait vraiment très transversale et en se disant le centre-ville, c'est une alchimie. Et on sait tous que la livraison, la congestion de nos centres-villes est due bien souvent à la livraison. Ah, Daniel, vous oui. Voilà. Et… Alors, je peux partager mon écran, il n'y a pas de flèche. Ouais, mais on a partagé et on va repartager. Voilà. Voilà, Daniel, comme ça, c'est nous. Voilà. Et vous nous cachez votre champ. Alors, du coup, alors j'ai pas la main, moi, pour avancer. Ouais, parce que voilà. Oui. Bon, alors, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que vous avez dû remarquer que pendant cette crise du Covid, c'est tout qui a été transformé dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a transformé les logiques à la fois de consommation, de distribution et de transport. Et on a tous constaté qu'évidemment, on avait une pénurie de produits, même de première nécessité, et des problèmes colossaux d'approvisionnement des villes. Donc, on s'est posé quand même la question. Donc, mais je ne peux pas le faire dérouler, moi, mon truc. Oui. Donc, on a une prise de conscience. On a bien compris, vous avez dû entendre d'ailleurs dans les médias et partout, que la logistique était vraiment au centre du problème que nous avons eu. C'était parce qu'il y avait des problèmes dans la logistique qui empêchaient ce fonctionnement normal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je le dis depuis très très longtemps, mais on y reviendra beaucoup aujourd'hui, c'est que la logistique urbaine, c'est pas qu'une question d'un colis qu'on déplace d'un endroit à un autre, c'est vraiment aussi une question de politique d'aménagement urbain, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des espaces pour accueillir les camions, il faut qu'on ait des espaces pour massifier les marchandises, des espaces pour faire de la distribution, et que tout ça, c'est rarement tenu en compte dans les politiques locales. Alors, les limites des organisations existantes, c'est vrai que si les organisations étaient plus performantes, c'était en partie lié par ce manque de relais, de proximité
pour faire les livraisons du dernier kilomètre, on verra pourquoi, et l'urgence de la prise en compte dans les politiques locales, ça devient quand même quelque chose de monumental. Donc on a un grand chantier, et aujourd'hui, on va juste voir en vitesse les raisons des dysfonctionnements, les défis qui sont à relever, et les choses les actions à mener. Donc c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc il va falloir trouver de la place pour tout ça. Donc je vous donne ici un petit exemple pour vous expliquer. Ici, on a le mode de vie des pratiques urbaines telles qu'elles ont lieu en temps normal. Donc on voit que par exemple, les gens mangent à la cantine, ils vont sur les marchés, ils vont dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'en fait, les transports sont centrés sur la livraison des établissements et que du coup, les marchandises arrivent en massifié dans des camions assez gros qui apportent au même endroit des tonnes de produits. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, le petit graphique qui est au milieu, c'est les livraisons, par exemple, pour les cantines. Ça a l'air de rien, mais rien que quand on livre une cantine, on sait qu'on va livrer des filières de produits différents. Donc, chaque organisme que vous voyez là fonctionne à la fois en fonction des activités qu'elle a, mais aussi des différentes filières de produits qu'elle reçoit. Donc, tout ça, quand ça marche, c'est bien, sauf que d'un seul coup, alors il faut tourner là, d'un seul coup, on a un virus qui arrive, il faut avancer, et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Le mode de vie a déjà changé, c'est-à-dire que maintenant, on est passé du travail au bureau au télétravail. On a repris l'habitude, on n'a plus de cantine, on n'a plus rien, donc on va remanger à la maison. Ensuite, on va avoir du coup une demande accrue de produits. Les gens vont se ruer sur les grandes surfaces. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous voyez là, avec cette grande surface où il n'y avait plus rien dans les rayons. Les magasins étant fermés, les gens vont se reporter sur le e-commerce, c'est ce que j'ai voulu vous présenter ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu de cette massification qu'on a vue dans le croquis d'avant, on va avoir autant de petits paquets qui vont arriver, de petits repas qui vont arriver à des endroits morcelés dans toute la ville. Donc, ça va multiplier le nombre de véhicules et en particulier les véhicules légers. Et de plus, comme vous avez vu que les personnes aussi ont eu peur aussi de prendre les transports en commun, on a pris les modes individuels et que du coup, on a des encombrements terribles. Donc, la suite. Donc, on constate que pour les commerces, malheureusement, donc il y en a beaucoup qui se sont trouvés en détresse. Il y a eu même, je pense que dans toutes les villes que vous connaissez, il y a déjà eu des faillites, il y a pas mal de magasins qui ont fermé. Donc, cette explosion du e-commerce, il va falloir aussi que les commerces de proximité, puisque c'est ceux qui nous intéressent et qui dynamisent la ville, il faut absolument qu'ils aient un processus d'adaptation qui fasse qu'ils puissent avoir à la fois leur commerce traditionnel, qu'il faut mettre en valeur, et des complémentarités pour se mettre sur le net. Donc, on verra après comment on peut s'y prendre. Pour le citoyen, alors là, c'est extraordinaire parce que les modifications du mode de vie ont été incroyables puisque tout le monde d'un seul coup se rue sur la nature. On a besoin de nature parce qu'ils se sont rendus compte qu'étant confinés pendant si longtemps, il leur manquait l'essentiel, c'est-à-dire un peu la convivialité, la nature, etc. Et on avait vu déjà dans le baromètre qu'on vous avait présenté, vous savez, sur qu'est-ce que les Français aiment comme ville, on a vu qu'il y avait eu un report énorme de personnes, de ménages, qui se sont déjà maintenant implantés dans des villes plus petites, des villes moyennes, etc. Et que tous ces gens-là, ayant été privés de l'essentiel, ils se rendent compte de l'intérêt de la bonne nourriture, des produits de proximité, et ils ont besoin de nouveaux services et de convivialité. Sur la mobilité, donc évidemment, il y a eu ce gros report sur le transport individuel et une difficile cohabitation des modes. Et il faut savoir quand même qu'on a eu en quelques années 30% de plus de cyclistes et qu'il y a eu quand même pendant la même période plus 27% de tués sur les voies.
Donc là, on a toute une réflexion à refaire sur l'aménagement, évidemment, des voies cyclistes et tous ces substituts à la voiture qu'on va développer dans les villes. Alors, pour les mobilités des marchandises, ben, comme je vous le disais, donc au lieu d'avoir des énormes cartons qui vont arriver ou des palettes qui vont arriver, ce sont des petits colis qui vont être distribués partout avec des petits véhicules. Et on a là, ça devient grave parce qu'on a ce qu'on appelle une ubérisation de la profession des livreurs qui non seulement ont un manque d'insécurité, mais surtout que vous avez dû voir quand même dans les médias, qu'on va vers une dérive de l'usage de ces livreurs à vélo qui n'ont pas de contrat de travail. Donc, on a aussi ce volet un peu social auquel il faut faire très attention. Alors, on a aussi un manque de modes alternatifs parce que, par exemple, si on arrivait à massifier certains produits sur la voie fluviale ou sur le fer, on n'aurait pas autant de difficultés. On verra d'ailleurs aujourd'hui que le fleuve, par exemple, est actuellement très en vogue dans la plupart des villes qui ont des fleuves, qui essayent justement de faire du transport fluvial. Et vous aurez l'occasion, du coup, de voir l'expérimentation qui a été faite à Strasbourg depuis peu, tout à l'heure. Et dans ces modes alternatifs, il y a aussi le mode de transformation du véhicule et que pour avis, il faut vraiment développer maintenant les réseaux de distribution d'énergie, sinon on ne pourra pas empêcher de continuer à avoir du diesel si on n'a pas les modes d'approvisionnement pour l'électricité, l'hydrogène et tout ça. D'ailleurs, il y a les premières plateformes qui ont été créées, par exemple à Lyon, où vous avez dans la même station à la fois de l'hydrogène, de l'électricité, de l'essence, etc. Donc là, il va falloir y penser. Et sur l'aménagement, alors on sait qu'on a des friches utilisables. Et donc, il faut utiliser ces friches utilisables parce que les lieux de stockage, ça je m'évertue à le dire depuis longtemps, ont disparu des centres-villes. Donc, on a poussé la logistique à 20-50 km au-delà des villes et que du coup, il faut absolument retrouver des lieux de stockage. Les magasins n'ont plus de stockage, il va falloir réinventer les espaces de stockage. Et que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est la même chose, et avec ces conflits d'usage de la voirie. Donc maintenant, on va en arriver aux actions. Donc les actions, c'est la suite. Donc dans les urgences, donc ce qu'on propose actuellement, et ce sur quoi on va parler un petit peu aujourd'hui, pour le commerce, évidemment, il y a un accompagnement qui a déjà commencé. Il y a des formations qui se font pour les commerçants de mettre leurs produits sur le net pour éviter justement cette rupture d'approvisionnement de leurs clients. Et je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas uniquement le fait de mettre les produits en valeur du commerce qui existe qui fera que ça marchera. Il faut aussi que si on se met sur le net, on soit capable, en cas de crise, comme c'est le cas actuellement, de pouvoir gérer la logistique. Donc, dans les formations, il faut absolument qu'il y ait à la fois la notion de mise en valeur des produits, de faire de la publicité pour que les gens viennent à l'établissement, mais que le jour où il y a une incapacité, on puisse se reporter sur les mêmes produits avec un click and collect ou des endroits où on pourra développer, par exemple, des plateformes de stockage quelque part où vous pourrez aller chercher vos produits. Alors, sur le citoyen, alors là, c'est compliqué parce que tout le monde maintenant est sur le Wi-Fi, mais pour toutes ces personnes, par exemple, qui vont arriver de la ville, dans les petites villes ou les villes moyennes, il va falloir bien faire attention que ce qui avait été très sollicité, et c'était apparu dans le baromètre des besoins des citadins, c'était bien de dire qu'il fallait que la ville soit vraiment numérique et que vraiment il n'y a pas de problème de connexion. Et il y a une forte demande, évidemment, de boîtes aux lettres électroniques, c'est-à-dire que c'est enfin des boîtes aux lettres dans lesquelles les colis peuvent être déposés à n'importe quel moment en l'absence des habitants, puisque quand on va vous livrer à domicile, au lieu d'avoir une boîte aux lettres, on aura des boîtes aux lettres partagées électroniques et sécurisées, mais il faut également qu'il y ait un maillage de l'espace, le maillage de la ville en espace logistique de proximité. Et la dernière pour le citoyen, ce qu'il attend maintenant, on l'a bien compris, il voulait des produits plus sains, il voulait des produits bio, il veut des producteurs locaux. Et là, il va falloir favoriser donc ces rapprochements de la production et de la consommation.
Donc aujourd'hui, on aura justement l'exemple d'une petite ville de la Marne là, qui a créé, grâce à la volonté du maire, un système tout à fait performant qui risque d'être pérennisé, on l'espère bien. Et en termes d'aménagement, alors là, il faut carrément reconfigurer les espaces de stockage parce qu'il faut que tout soit mutualisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun ait son stockage, mais on va créer des endroits coopératifs, mutualisés, et on va pouvoir utiliser des bâtiments publics tels que des parkings ou des choses comme ça pour avoir des endroits où on peut stocker. Et une des raisons, enfin une des façons aussi de résoudre le problème, c'est de mettre dans les documents d'urbanisme un ratio de mètres carrés de stockage obligatoire dès que la surface et le type d'activité du commerce ou de l'artisanat ou de n'importe quelle boutique impliquée en ville, qui attire énormément de clients et donc qui fait beaucoup de ventes, aurait des surfaces de stockage obligatoires par rapport à l'activité qu'il provoque. Sinon, on a des embouteillages de camions qui sont devant, etc. Alors, quand je vous disais tout à l'heure de recenser les friches, on a bien vu que dans beaucoup de villes, certains ont trouvé des friches, il y a toujours des friches industrielles, des friches commerciales qui sont parties, et là, en profiter pour faire des espèces de box, d'espaces mutualisés, de conciergerie, de services, etc. Et sur la mobilité, donc il faut repenser les itinéraires qu'on peut suivre, parce que ce n'est pas le tout de faire des pistes cyclables. On voit que la plupart du temps, elles sont quand même très, très compliquées à utiliser. Il y a des études qui ont été faites récemment et on pourra un de ces jours vous présenter les résultats des études pour expliquer comment on peut réorganiser un véritable circuit sécurisé en tenant compte de toutes les contraintes que les uns et les autres ont dans la ville. Alors, il faut faire aussi les parkings pour avoir de nouvelles fonctions. Alors, il y en a beaucoup qui en ont déjà développé. D'ailleurs, Lyon Parc Auto, aujourd'hui, intervient. Alors, à ce propos, je voulais vous dire que Madame Lyon Parc Auto devait participer au dernier atelier sur le stationnement, n'avait pas pu être présente. Mais comme elle voulait présenter une application qui augmente considérablement les parkings et que ça va libérer donc des places sur la voirie, elle vous présentera son concept tout à fait à la fin puisqu'elle n'était pas libre ce matin, donc elle vient juste à la fin pour vous expliquer comment ça marche et vous verrez que là on a des grands gisements justement sur ces parkings qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc ensuite on va arriver donc Donc là, j'ai fini. Donc, ce que je voudrais, c'est bien vous expliquer que chacune on va avoir successivement donc Strasbourg qui va nous présenter donc la voie d'eau. On aura Nancy qui a mis en place donc un service de vélo dans la période de crise, mais qui espère bien pérenniser l'affaire parce que vous verrez que c'est tout à fait original et très vertueux, disons. On aura donc Urbi, qui est un système de la Poste que vous aviez déjà et qu'on avait déjà évoqué lors des assises de Pau. Mais ici, on a choisi de présenter un exemple tout à fait particulier, qui est celui de Grenoble, qui a, par rapport aux autres, une panoplie de services dédiés aux commerçants, aux artisans de la ville et aux activités qui y sont inscrites. Et enfin, LPA. Donc, je laisse la parole donc à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Donc, on se présente rapidement. Alors, les slides sont du côté du centre-ville en mouvement hein, pour le dérouler. Oui, je pense. Juste pour vous dire qu'il va y avoir des questions, Daniel, et on a un modérateur qui posera toutes les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et le modérateur va faire le lien de toutes les questions. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Donc Hervé Krieger et Céline Oppenhauser Oresser, donc Hervé Krieger qui travaille à la métropole de Strasbourg au côté développement économique et Céline qui travaille chez Voies Navigables de France, direction territoriale Strasbourg. Voilà. Donc on va vous présenter ce qu'on a fait en termes de logistique urbaine sur la partie fluviale.
Peut-être juste avant de rentrer dans le détail du slide, expliquer qu'en fait, cette collaboration, en fait, elle est née déjà d'un travail de longue haleine, en fait, qui avait été entrepris à la métropole de Strasbourg entre la direction du développement économique et celle des mobilités, où en fait, on a cherché à traiter à la fois l'aspect économique de la logistique, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est important au niveau local, mais aussi sur la partie mobilité parce que ça a des incidences importantes sur le fonctionnement de la ville. Juste pour compléter, vous disiez en introduction que les villes ont mis du temps et les métropoles ont mis du temps à traiter la question des marchandises. J'ai envie de dire aussi qu'en très longtemps, elles ont d'abord géré les questions de la mobilité des personnes et quand celles-ci ont été bien rangées dans le tram, d'un coup, les camions sont apparus. Et c'est là, dans les années 2010, que dans les différentes collectivités, on s'est mis à tous à réfléchir à la question de la logistique urbaine. Juste pour répondre. Et disons qu'on a effectivement cette chance à Strasbourg d'être assez, on va dire, mature sur le sujet de la mobilité des personnes à vélo, etc. et que ça nous a permis de voir les choses différemment. À savoir que Céline, en fait, a travaillé à la métropole de Strasbourg à la mobilité, qu'on était en fait anciennement un binôme sur le sujet finalement. Donc aujourd'hui, elle travaille chez Voies Navigables de France et cette collaboration continue, on va dire, et c'est plutôt positif parce qu'on se comprend bien. Voilà, donc vous pouvez passer à la slide si vous voulez. Donc en fait, le contexte, en fait, c'est vrai que depuis 2012, on a cherché à s'engager dans des démarches d'évolution pour tout ce qui est conditions de livraison en ville. Alors on a beaucoup tâtonné, un peu comme toutes les villes, on a testé les modèles. Des diagnostics, on a réfléchi à des modèles de CDU, enfin de centres de distribution urbain, à des modèles de tram fret. Tous ces diagnostics, en fait, n'ont pas forcément abouti parce que soit le marché n'est pas mature, soit c'est toujours assez compliqué à mettre en œuvre au niveau de la ville en termes de nuisances, d'organisation. Mais en fait, à partir de ce diagnostic, ce qui a été fait, c'est qu'il y a une instance de dialogue qui a été mise en place avec la ville de Strasbourg et les commerçants du centre-ville. Et les logisticiens. Et les logisticiens. Pour construire en fait ce qui était la zone de circulation restreinte livraison. Donc aujourd'hui zone faible émission, hein, ça a migré vers ça, mais en fait l'idée c'était qu'effectivement on puisse anticiper au mieux la sortie des véhicules polluants du centre-ville. Donc là on est vraiment sur le contexte. Et ces mesures coercitives en fait ont permis de voir un peu une évolution des usages et de l'utilisation, on va dire, de la ville par les logisticiens. Juste t'interromps 2 secondes. En fait, ce qui s'était entre autres passé, c'est qu'effectivement, comme toutes les autres villes, on a fait toutes ces grandes études. On avait toujours associé les porteurs de projets potentiels, les opérateurs historiques, etc. Cependant, on avait du mal à aller au-delà de partenariats affichés et on avait du mal à aller vers la vraie évolution des choses. Et à un moment donné, on a senti, quand la ZFE, quand on a commencé à parler tout simplement des outils, des pastilles critères, on a enfin eu un levier qui nous permettait de discriminer les véhicules les plus polluants. Et notre objectif à l'époque collectivité, notre binôme, c'était pas de dire on veut remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Notre objectif, c'était de dire on veut autant que possible sortir les flux qui sont en transit de l'hypercentre de Strasbourg. Donc, une partie des camions qui n'étaient pas à destination de Strasbourg ou toute une partie de la cargaison. L'objectif, c'était de dire, par contre, on va accompagner les porteurs de projets pour qu'on puisse en parallèle développer des services. Par conséquent, les négociations se sont relativement bien passées avec les opérateurs sur la place puisqu'on leur a tout de suite dit, attention, nous, notre objectif, ce n'est pas que vous changiez votre flotte. Si vous pouvez le faire, vous avez 1 heure de livraison supplémentaire. Si vous ne pouvez pas le faire, on vous accompagne pour mettre en place des services par lesquels vous pouvez passer. Et en fin de compte, en faisant ça, on faisait ni plus ni moins que d'instaurer une autre proposition de sous-traitance qui est de toute façon la norme dans la logistique du dernier kilomètre. Donc vraiment, on a étudié, dialogué et construit des solutions de services qui peuvent permettre de ne pas passer, de ne pas faire directement sa livraison au centre-ville. Et donc aujourd'hui, on va vraiment focuser le discours sur ce qui est la logistique urbaine fluviale et peut-être juste revenir sur les enjeux, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites auparavant. Donc en fait, pour nous, c'est en fait de manière globale la logistique urbaine, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux à traiter sur la partie qualité de vie, santé environnementale, donc partie pollution de l'air, la transition énergétique du territoire. Ça peut être un levier aussi pour les villes, pour voilà, offrir des énergies alternatives au transport. Dans les transports, pardon.
Il y a aussi un sujet très important qui est la préservation de l'attractivité commerciale et touristique de notre centre-ville, parce que voilà, c'est une force pour beaucoup de villes en fait, le tourisme et le commerce, donc il faut réussir à préserver ça, à faire en sorte que tout le monde arrive à cohabiter dans les meilleures conditions possibles. Le poids économique et social du secteur logistique, c'est important, je pense, de le rappeler, parce que c'est quand même 10% de l'emploi à l'échelle d'une métropole, de manière générale, hein, dans les grosses pailles, c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup d'incidences sur l'emploi, sur la formation, donc c'est quand même un sujet qu'il faut regarder de ce point de vue. Et puis voilà, après toute la partie gestion des flux, aménagement du territoire. Donc sur la slide suivante, si vous voulez bien faire voilà. avancer. Sur la slide suivante, en fait, on revient sur la manière dont on a mis en place la logique de logistique urbaine fluviale. Donc en fait, dans un premier temps, il y a eu une charte de vie fluviale qui a été signée entre VNF et l'Eurométropole de Strasbourg et le port autonome de Strasbourg pour justement valoriser au mieux le potentiel eau de la voie d'eau en fait comme artère de transport dans la ville. Donc ça a été un des points importants de cette charte. Et donc en fait, il a été décidé d'aménager un quai aux portes de la Grande Île, donc fin 2019 en fait, qui a été utilisé pour notamment délivrer un premier chantier qui était le réaménagement des quais en voie piétonne, enfin voie mixte, piétonne, vélo et puis véhicule à 30 km/h pour les gens qui y habitaient. Et en fait, cet aménagement a été mis en place et en fait, il a été question derrière de poursuivre pour bénéficier de cet équipement qui a été mis en place. Et c'est là qu'en fait est apparue l'idée de l'appel à projet, donc qui a été piloté avec VNF et l'Eurométropole de Strasbourg et la ville. Et donc l'idée c'était effectivement de développer le report modal et offrir des nouveaux services, ce que disait Céline avant, aux transporteurs logistiques en réponse finalement aux mesures qu'on a mis en place dans la ZFE. Alors, juste pour compléter encore, Hervé va me taper parce qu'il va croire que c'est incomplet, pas du tout. Une des clés du succès, je crois, de ce qui s'est passé sur la nouvelle réglementation de livraison qui a été mise en place dès 2017 par la ville de Strasbourg, hein, puisque c'est le volet ville qui s'est occupé de la réglementation, c'est qu'on a combiné à la fois un arrêté ZFE et évidemment un arrêté livraison. Donc, on a un peu changé la donne et on a vraiment forcé les professionnels de la livraison, que ce soit les logisticiens ou les grossistes, à changer leurs pratiques. Pour dire aussi que le site qui a été retenu de logistique urbaine fluviale, c'est ni plus ni moins que le deuxième port de commerce historique de Strasbourg, puisque jusqu'au début des années 1920, les marchandises entraient encore jusque là-bas. Donc on est vraiment au cœur de ville avec une vue, on est à côté de bateaux bars, c'est vraiment un super bel endroit. Et qui permet ensuite d'aller inonder le centre-ville dans sa partie piétonne et dans sa partie non piétonne en moins de 2 minutes, puisqu'on est vraiment, on voit la cathédrale, on est vraiment au pied de cet hypercentre strasbourgeois. Vous pouvez passer à la diapo suivante si vous voulez. Donc en fait, on a fait conjointement, puisque VNF et l'Eurométropole de Strasbourg sont propriétaires de ce quai, un appel à projet. Au préalable, comme l'a déjà dit, on avait fait des études ensemble et VNF a toujours été partenaire, financeur des études qui étaient portées par l'Eurométropole. Et on s'est toujours dit comment on fait, puisque finalement Strasbourg est prise dans les bouchons. Strasbourg fait partie de ces villes européennes où effectivement on est sous le couperet on est au-dessus des normes environnementales et on est ciblé donc par l'Europe au regard de l'amende. Comment on fait pour finalement transférer parce qu'il y a la problématique pollution de la logistique urbaine, il y a la problématique évidemment congestion, il y a la problématique accidentologie, pourquoi pas utiliser cette artère qui n'est utilisée que pour les bateaux promenades. Donc, on a tout simplement lancé un appel à projet et on a eu plusieurs candidatures, dont une qui nous a particulièrement retenu, qu'on a sélectionnée, tout simplement parce que c'était une candidature mature et qui avait l'avantage d'avoir un quai de départ sur le port de Strasbourg, donc un point de massification. Donc, au quotidien, donc nous, l'appel à projet, on l'avait écrit navette fluviale en fait. On avait vraiment cette idée qui est une navette par jour
Et le lauréat, qui est une société qui a été créée pour l'occasion, qui s'appelle Urban Logistics Solutions, ULS, a une obligation de navigation et sa COT, donc c'est son autorisation d'occuper l'espace public conjoint, est soumise à son obligation de navigation. Le jour où ça s'arrête, cette COT saute tout de suite. Ce n'est pas une expérimentation, c'est un service qui est autonome, sans subvention pour la partie transport. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un point de mutualisation qui est sur le port. Donc là, ULS est utilisé comme un sous-traitant lambda. Il bénéficie de conditions de livraison supplémentaires, mais comme tous les autres services qui utilisent le vélo cargo, puisque la livraison est interdite sur le secteur du centre-ville à partir de 10h30 du matin. Donc, ils mutualisent ils massifient sur leur site du port de Strasbourg. Ensuite, ils partent, c'est 23 minutes en bateau poussé vers le quai des pêcheurs, qui est le quai aux portes de la ville. Et puis ensuite, il y a des rotations en fonction des jours. Il y a en moyenne 6 vélos cargo, ce sont des salariés, qui partent inonder la ville de ces différents flux. Alors, dans ces flux, on va trouver de l'express, donc des sous-traitances pour des grandes enseignes d'express sur les secteurs du centre-ville, des sous-traitances pour des flux de boissons, qui évidemment actuellement sont à l'arrêt, cause pas d'activité boisson, et puis une partie du flux de farine. Ensuite, il y a également un flux retour, puisque vous savez que les commerçants génèrent beaucoup de déchets cartonnés, et le flux retour ramène les déchets cartonnés vers le port de Strasbourg et vers l'entreprise titulaire du marché. Vous pouvez peut-être passer à la slide suivante. Alors, encore une fois, on n'est pas du tout sur une logique, on est sur une innovation de service, puisqu'on arrive à décloisonner les filières. Hein. Par jour, moi j'ai à peu près une quinzaine de camions qui ne rentrent plus avec ce service-là. Ça fait 15 camions qui ne rentrent plus en ville. Ça fait, et donc, on a toujours plus de potentiel, évidemment, le jour où les cafés vont reprendre. Pour vous dire aussi qu'on est sur une innovation, effectivement, que moi j'ai envie de dire relativement simple en termes de technologie. L'accent, il est surtout mis sur la qualité des vélos par rapport au travail qui pourrait paraître le plus pénible et qui n'est absolument pas le cas, puisqu'on teste, quand il y a des élus qui viennent, on met les femmes aussi sur les vélos pour comprendre qu'ils sont vraiment extrêmement à l'aise. Voilà, donc il y a tout c'est un système assez simple. En moyenne, quand on est sur le quai des pêcheurs et qu'on observe, le livreur à vélo, il revient toutes les 20 minutes prendre sa tournée suivante. Donc voilà, on est sur quelque chose de simple, d'efficace, qui n'est pas de l'expérimentation, qui est un vrai service. Et de plus en plus, puisque vous savez qu'à Strasbourg, comme d'autres villes, le débat sur la ZFE, l'obligation de ZFE élargie et bat son plein, il y a de plus en plus de clients potentiels qui viennent toquer à leur porte et qui ont compris effectivement le message initial qui était de dire « remplacez pas vos flottes, ou pas tout, mais essayez de repasser finalement ». Parce que la ville, elle est gagnante aussi si on a moins de véhicules et moins de congestion. Elle n'est pas juste gagnante si on a des bouchons avec des véhicules que électriques. Voilà. Peut-être un petit point que Céline n'a pas dit sur la partie ubérisation justement de la livraison. En fait, c'est aussi un avantage de ce système, c'est qu'en fait, les livreurs qui travaillent pour la société ULS, en fait, ont des contrats de travail stables et qui leur permettent d'avoir une visibilité sur leur emploi. Et ça, c'est aussi important d'un point de vue social. Voilà. Peut-être juste aussi pour s'il y a d'autres villes qui sont intéressées, depuis quelque temps, j'ai les fonctions de référente nationale pour VNF aussi sur la thématique logistique urbaine. Donc, c'est mon rôle aussi d'accompagner le développement auprès de mes collègues en différentes directions territoriales. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Je laisse peut-être Daniel donc continuer. Oui, alors donc nous allons avoir maintenant le Nancy qui va présenter la mise en service d'un nouveau service pendant le confinement qu'ils espèrent bien pérenniser parce que je trouve ça très intéressant.
je vous remercie beaucoup parce que Strasbourg, ça a été vraiment un modèle pour nous, pour le transport fluvial, parce que ça fait un moment que beaucoup de villes essayent de s'y coller, y compris Lyon, mais qui n'a pas pérennisé ce qu'ils avaient commencé. Donc là, on est vraiment ravis que certaines villes comme Strasbourg réussissent, et on pense qu'il y a beaucoup de villes telles que Bordeaux, par exemple, qui sont en train d'y réfléchir. Donc, on va passer maintenant au vélo. Donc, on va demander à Nancy de présenter son nouveau concept. En attendant que Nancy débute, je tiens vraiment à remercier Strasbourg parce que c'était très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est le fruit, quand on entendait Thibaut parler, par exemple, quand on a créé la première table ronde sur la livraison de marchandises en 2009, vous vous rappelez, Daniel s'était investi à fond. On avait fait des films à Padoue et tout, et de 500 personnes dans la salle pour les assises, on s'est retrouvé à 50. Donc, on voyait que la livraison, c'était tellement compliqué pour les élus. Et là, déjà aujourd'hui, on est plus nombreux que ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour Daniel, bonjour Pierre. Est-ce que vous nous entendez depuis Nancy? Oui, très bien. Bien, je prends un peu la parole parce que Céline est sortie, elle va venir pour vous faire partager notre écran, nous aussi, à moins que ce soit ce que vous êtes en train de mettre à l'écran. Non, pas du tout, pardon, je n'avais pas vu. Donc, Céline va vous partager un document, un peu, c'est plus un fil conducteur pour vous présenter ce que nous avons testé et que nous espérons peut-être pérenniser en effet sur un secteur de la ville, parce qu'on a choisi ce secteur-là pour ce test en décembre dernier. Donc, pour vous présenter un peu la chose, en cœur de ville ici à Nancy, on a un marché central, marché couvert qui est un équipement municipal, et donc c'était plus simple de tester sur en gros un bien qui nous appartient et des commerçants que nous logeons. Et ce test, avec Céline, on l'a mis en place tout le mois de décembre. C'était plutôt bien fait. Elle va vous donner les détails. On va vous partager un écran. Je vais lui donner la parole. Et ensuite, on pourra peut-être un peu échanger, répondre à des questions et vous dire quel bilan on en a tiré et comment on peut peut-être, on est en train d'essayer de voir comment on peut faire pour que ce soit pérenne, pour que ce test devienne, pour que le provisoire dure. À vous, Céline. Oui, alors juste d'abord, je suis désolée, j'essaye de trouver la fonction pour partager. Juste en bas, vous avez quand vous levez la petite flèche, la petite flèche, et la petite flèche, vous avez partagé votre écran. Voilà, c'est bon. Ah, vous le voyez là? Oui, on voit. Ah ben c'est pas moi qui peux... public. D'accord, ok. Alors, peut-être que c'est chez nous, si oui, vous avez envoyé que... Voilà. Oui, c'est chez vous que ça se passe. Très bien. Je démarre? D'accord. Donc, juste quelques petits éléments de contexte par rapport au développement d'un projet de service de livraison par coursier cycliste au marché central de Nancy. Faut savoir que toute cette question des livraisons de marchandises, c'est un sujet qu'on a commencé à évoquer lors du premier confinement avec les commerçants, parce que, alors, par le passé, on a longtemps essayé de travailler sur le développement du e-commerce sur des solutions partagées, mutualisées, pour pourquoi pas mettre en place une marketplace. Et c'est vrai qu'on avait une vraie difficulté à les fédérer autour d'un projet comme celui-là. Les arguments qui étaient mis en avant, c'était que ce n'était pas le cœur de leur métier, que certains avaient déjà des outils personnels, et puis par rapport à des diagnostics qu'on avait mis en place, il ressortait qu'avant de déployer une solution, il fallait déjà beaucoup plus informer, former et autour de ces questions du digital dans le commerce. Et puis le premier confinement est arrivé, puis là tout à coup on avait mis en place des réunions mensuelles avec monsieur le maire, avec les commerçants, et la demande est venue des commerçants, où très vite ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de développer de nouveaux canaux de distribution de leurs marchandises, et donc on a pu très vite en collaboration avec la métropole développer une marketplace partagée entre nos différents commerçants.
et à laquelle on avait donc rattaché différentes solutions de livraison. Alors le classique, hein, on avait la Poste, les Colissimo, on a fait des opérations test avec Urbi, et puis on avait aussi la fonction click and collect et livraison par le commerçant directement. Donc ça a été un premier pas, mais très très vite, on s'est rendu compte que pour certaines activités, ces solutions de livraison, elles n'étaient pas finalement adaptées, notamment les alimentaires. Donc ça, c'était dans un premier temps. Donc on est sorti du confinement, on a très vite constaté qu'il y avait une baisse de la mobilisation des commerçants à achalander la marketplace dès qu'on est sorti du confinement. Ils sont très très vite un peu retournés à leurs vieilles habitudes de travail. Et puis sur ce, on a eu un deuxième confinement. Et donc, avec ce deuxième confinement, eh bien, là, la marketplace à nouveau a repris de la vigueur. On a continué à faire des tests de livraison avec Urbi et on est plutôt content parce que depuis qu'on est sorti de ce deuxième confinement, on n'a pas l'attractivité de cette marketplace pour les commerçants n'a pas régressé. Donc, finalement, il nous a fallu quand même ces 2 temps. C'était un peu une sensibilisation à la dure. Mais un des avantages de cette crise sanitaire, c'est qu'on a gagné du temps sur le déploiement de ces outils-là. Donc, parallèlement à ça, donc juste pendant le deuxième confinement, on a été interpellé par un collectif de coursiers cyclistes qui se mettaient en coopérative, des anciens Uber et Deliveroo qui souhaitaient développer un mode de livraison plus équitable et pour le commerçant et pour le livreur. Donc, c'était une initiative nouvelle et la municipalité a souhaité les encourager. Et donc, on a décidé de faire une opération test à la sortie du deuxième confinement avec les commerçants du marché central. Donc, pour pouvoir mettre en place ce projet, on a travaillé en partenariat public-privé. Donc, avec cette coopérative de coursiers nancéens, on a associé à la réflexion l'association des commerçants du marché central, du marché couvert. Dans ce partenariat, les commerçants du marché, en fait, cette association prenait en charge les frais de livraison des coursiers et puis mettait à disposition un petit local, en l'occurrence un restaurant qui était fermé à cause de la Covid, pour pouvoir stocker les marchandises et gérer la récupération de ces marchandises avec les coursiers. La ville de Nancy, donc, évidemment, a coordonné la démarche, a mis autour de la table les différents acteurs, a mis en place aussi la méthodologie, le process de travail pour cet espace de logistique. Et étant donné que nous avions une partie du personnel des musées qui ne travaillait pas, on a mis à disposition ce personnel pour pouvoir gérer l'espace de stockage au marché central. Alors là, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc, ça a été une expérimentation qui a été courte. Hein. C'était juste pour les fêtes de fin d'année. L'objectif, c'était de pouvoir essayer de limiter l'appréhension de certains clients à revenir en centre-ville pour faire les courses. Il faut savoir que le marché central, il y a une partie de cette clientèle qui sont des personnes âgées et du coup qui sont plus vulnérables par rapport à la situation. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer à ces gens-là qui sont des clients fidèles des commerçants de téléphoner à leurs commerçants, le commerçant qui les connaissent, qui ont une habitude de travail avec ces gens-là, préparer les commandes, les déposer à l'espace de logistique et les coursiers venaient les chercher pour livrer leurs clients. Et puis, l'autre objectif, c'était de pouvoir permettre aux gens qui venaient justement faire leurs achats en centre-ville, de faire tous leurs achats alimentaires au marché central, de les déposer à l'espace de logistique, où là, ils étaient accueillis par le personnel des musées, et puis pouvoir continuer après à faire leurs courses en centre-ville, leurs achats de Noël, etc. Donc, ça a duré 3 semaines, et 2 fois par jour, les coursiers nancéens venaient chercher à l'espace de logistique les courses à livrer. Et on avait 2 personnes le matin et 2 personnes l'après-midi pour gérer l'espace de stockage. En complément, la ville a mis en place une petite affichette pour tous les étals des commerçants du marché central. On a communiqué par la presse, on a fait une conférence de presse, etc. Voilà, c'était vraiment une petite opération avec les moyens du bord, sans prétention.
mais qui s'inscrivait quand même dans une logique plus globale de partenariat public-privé pour sur du moyen et long terme quand même, petit à petit, essayer de mettre en place d'autres projets. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc concrètement, comment ça s'est passé? La première semaine, ça a été très très lent. Attendez, excusez-moi. Voilà. La première semaine, on a dû avoir 3 livraisons. Et on avait un petit peu du mal à mobiliser les commerçants pour qu'ils en parlent à leur clientèle. On avait aussi peut-être un petit problème de confiance au départ des clients qui avaient un peu peur de laisser leurs marchandises. Donc une première semaine vraiment pas très emballante. Et puis dès la deuxième semaine, en fait, ça a pris un essor assez important. Donc en tout, on a fait une 50aine de livraisons en 3 semaines, mais en fait c'est plutôt en 2 semaines, à vrai dire. Et c'est vrai que quand on a arrêté, il y avait un peu un sentiment de trop court. On s'est rendu compte que finalement, ça aurait pu prendre une ampleur beaucoup plus importante. Sauf que c'était une solution provisoire qui n'avait pas vocation spécialement à durer. D'une part parce que le personnel des musées, à un moment donné, il retourne au musée. Donc, ça ne pouvait pas être une solution pérenne. Et puis, par rapport aussi au lien avec les coursiers nancéens, l'association des commerçants du marché ne pouvait pas prendre sur du long terme non plus tous les frais de livraison. Mais c'était un premier pas, ça nous a permis de faire un peu une preuve par l'exemple, une preuve par l'expérimentation, parce que les commerçants, souvent, ils ont un peu besoin de ça, ils ont besoin d'essayer, de tester pour être convaincus, et ça a eu cette vocation-là. Donc du coup, dès le mois de janvier, on a eu un couvre-feu. Et du coup, à cette occasion, les vitrines de Nancy, donc qui couvrent là pour le coup toute l'échelle, enfin tout le périmètre communal, ont fait la promotion des coursiers nancéens auprès des commerçants de la ville. Et là, on a très vite une vingtaine de commerçants qui ont fait appel aux coursiers nancéens pour pouvoir proposer cette solution. C'était beaucoup de pâtissiers, chocolatiers au niveau du profil, beaucoup d'alimentaires. Et donc, ça a fait un peu écho à cette problématique qu'on avait sur la plateforme où les solutions de logistique qu'on proposait n'étaient pas adaptées aux activités alimentaires. Et donc là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est en train, la métropole qui porte la marketplace, parce que ce n'est pas une marketplace que pour la ville, c'est à l'échelle métropolitaine, est en train d'intégrer la solution des coursiers nancéens à la marketplace pour pouvoir, proposer cette solution qui permettra à tous les commerçants de trouver un petit peu la solution de livraison qui est adaptée à leur activité. Donc, voilà, petit à petit, c'est vrai que ça prend… c'est un partenariat public-privé qui s'inscrit par des petites actions, mais qui, à terme, en fait, va pouvoir donner de nouvelles opportunités. On était encore ce matin en réunion avec La Poste, qui réfléchit à mettre en place un espace logistique de proximité sur une ancienne friche de tri. Et donc, la Poste qui est quand même… spécialisée dans la logistique urbaine, et aujourd'hui, on a des liens qui se font avec les coursiers nancéens et avec d'autres acteurs pour pouvoir mutualiser cet espace et proposer donc des solutions à nos commerces, sachant que ça va nous permettre à terme d'intégrer tout ça dans les réflexions des nouveaux travaux du tram, parce qu'on va refaire le tram. Ça va aussi nous permettre d'alimenter une réflexion sur le tourisme fluvial, parce qu'on est encore vraiment aux prémices de ce côté-là. On a encore beaucoup de boulot, mais il y a une vraie ambition politique, en tout cas, de travailler là-dessus. Donc, ça nous permet petit à petit de tisser des partenariats qui sont sur du long terme par des petites actions ponctuelles comme celle-ci. Je voulais juste résumer un peu le propos de Céline en 2 phrases. Ce test, on l'a voulu pour toutes les raisons que vient de dire Céline, mais on l'a voulu aussi pour 4 autres raisons. Lorsque un nouveau partenaire, un nouveau partenaire privé ou semi-privé en association se manifeste auprès de la collectivité
pour dire vous pouvez compter sur nous pour vous aider à livrer le dernier kilomètre ou à livrer dans des chemins piétons, dans un plateau piétonnier de votre ville des clients. On a aussi un peu besoin, je crois, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, aussi besoin de tester un peu, comment dirais-je, le professionnalisme de ce partenaire qui se propose. Parce que c'est la crainte des commerçants. Les commerçants, ils ont une crainte par rapport aux plateformes très professionnalisées que sont, je sais pas moi, Uber Eats pour les restaurants et Deliveroo, enfin vous voyez un peu de quoi on veut parler. Leur crainte, c'est qu'en gros, leur marge soit totalement écrasée par ces plateformes-là. En revanche, ils reconnaissent le professionnalisme, la ressource humaine disponible sur ces plateformes. Donc nous, en tant que collectivité, quand on leur propose un autre partenaire qui est plus équitable, comme le dit Céline, on veut aussi savoir si, en plus d'être équitable, il est professionnel, quoi. Il est capable pour assurer et clientèle, et collectivité, et commerçants. Ils ont démontré qu'ils en étaient capables, qu'en effet, sur une solution de livraison totalement décarbonée, pour le coup, puisque c'est que des vélos cargo, et bien, ils ont quand même assuré. Voilà. Alors, le seul bémol qu'on retire un peu de cette expérience, je ne sais pas si les autres peuvent nous apporter leur lumière, c'est qu'on a dû mobiliser quand même une partie de la ressource humaine de la collectivité, en l'occurrence des agents des musées. Là, entre guillemets, ça tombait bien parce que les musées sont actuellement fermés, donc cette ressource humaine, elle existe à la ville et on peut la mobiliser parce qu'ils ont envie de travailler. Mais demain, elle n'existe pas. Donc, il y a encore ce petit point-là qui nous trotte dans la tête. Et enfin, on voulait aussi tester, parce que je disais tout à l'heure en introduction, avant de donner la parole à Céline, qu'on a voulu le tester sur un équipement sur lequel on a la main, en l'occurrence un marché couvert, donc un équipement municipal, qui va être demain, très vite, dans un secteur piéton, parce qu'on est en train de travailler sur l'agrandissement de notre plateau piétonnier. C'est pour ça que j'écoutais très religieusement tout à l'heure nos amis de Strasbourg qui ont déjà un plateau piétonnier supérieur au nôtre en taille. Et ce test, on se dit, voilà, si on agrandit comme ça le plateau piétonnier, quelle solution on offre aux clients, aux commerçants à qui on demande de déposer leur véhicule à l'extérieur de ces plateaux piétonniers. Et là aussi, force est de constater que c'est une vraie solution. Pour le coup, les clients ont été progressivement rassurés en disant, même sur un plateau piétonnier, ma voiture est loin, mais c'est pas grave, je peux flâner en ville, faire mes courses et faire déposer mes courses à un centre de logistique et me les faire livrer au coffre de la voiture ou chez moi. Voilà. Oui, alors je voudrais intervenir parce que vraiment ce que vous venez de dire, c'est vraiment extrêmement important. C'est exactement ce que je disais au début, c'est que vous avez tout vraiment intégré. Vous avez intégré ce système de logistique intelligente avec ces espaces que vous avez créés, etc. Et je crois que ça, c'est vraiment un modèle qu'il faut développer. Et là, je suis contente que vous ayez parlé de ces zones piétonnes parce que plus on aura des zones piétonnes élargies avec toutes ces ZFE, on aura besoin de plus en plus, effectivement, de petits espaces de logistique pour faire justement éviter que les voitures entrent dans les centres-villes. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Et on va passer maintenant à une petite ville de la Marne. Donc effectivement, là, le magasin est ouvert depuis 2015. Ce projet a été une collaboration des acteurs locaux et de la mairie de Cernay qui est à l'initiative. Je veux dire, voilà, et merci encore à Patrick, parce que c'est une chose que je cherchais moi à faire depuis 5 ans avant ce projet-là. Donc, et tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que une dynamique, parce que j'ai pas eu le texte, hein, c'est un petit peu dommage, une dynamique sur le territoire nous a permis, je veux dire par là, 6 emplois directs et plus sur les 20 exploitations aujourd'hui. Donc ça, puis je vois pas bien, punaise. Une valorisation de l'agriculture locale et de la profession agricole. Donc là, de 50 exploitations qu'on s'est rejoint autour de ce magasin-là à livrer tous les jours. Donc là, ah punaise, je suis embêté. Ah pardon, je vous entends pas là du tout.
vous disiez que vous aviez vous m'entendez, et là, je suis embêté parce que par rapport à la lecture des choses, j'ai été opéré des yeux nouvellement, je ne sais pas si vous êtes au courant. Écoutez, il y a quelques semaines, et j'ai énormément de mal à lire. C'est très compliqué pour moi. Écoutez, on va vous aider. Vous disiez donc que vous créez de la valeur ajoutée sur le territoire, oui, que le magasin est ancré dans le paysage économique local, et l'objectif 2021 était dépassé de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette dynamique, comme Patrick disait, là je fais une petite aparté par rapport à ce que j'arrive à lire là malgré tout sur un écran que j'ai mis un peu plus grand à côté là. Donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que l'importance au début que la collectivité et à travers la SAS patrimoniale est investie dans le magasin, il y a le côté de... Il faut se mettre d'accord tous les producteurs, et ça j'entends bien et je suis complètement d'accord. L'autre chose, il y a aussi le côté important financier d'investir, et qu'en face, j'allais dire, le banquier, je veux dire par là, a du mal à avoir cette, j'allais dire, cette confiance-là. Mais il n'y a pas que le côté confiance. Là, c'était 1,2 million d'euros d'investissement, et quand on ne peut pas être caution solidaire dans nos fermes, de 1,2 million d'euros, parce qu'autrement, on ne peut plus développer chez soi le banquier sur nos propres structures qui sont à taille, j'allais dire, humaine, ne suit pas, l'encours est trop important. Et moi, je ne vous entends plus. Donc là, et donc ça, c'est vrai que c'est très important. Ça, et là, par contre, au bout de 5 ans de développement, nous avons racheté le magasin, et là c'est la structure, notre magasin qui est une SAS en fin de compte, des 50 associés qui ont investi dedans, mais là le banquier, je veux dire par là, est rassuré parce qu'il y a une activité croissance, d'autant plus avec cette pandémie, je veux dire par là, qui est arrivée, qui nous a permis de développer fortement nos ventes. Et j'allais dire, tant mieux d'un côté, et de l'autre côté, voilà, avec tous les sacrifices qu'on peut vivre au quotidien. Voilà. Mais voilà quoi. Et donc, c'est vrai que ce regroupement d'un magasin, d'un marché couvert, où c'est que les gens ont accès à toute une gamme de produits diversifiés, d'un rayon produits épicerie, d'un rayon produits viande et charcuterie, d'un côté fruits, légumes et produits laitiers, fait que de ce magasin et de ce type de magasin, je veux dire par là, un intérêt croissant et une attraction pour faire venir les gens de quelques kilomètres autour, voire plusieurs kilomètres. Moi, j'ai pas de connexion, je vous entends. Urbi, du coup, qui lui est un gros professionnel qui va pouvoir nous présenter ce qu'il a développé particulièrement à Grenoble, parce que vous verrez que s'il y en avait un petit peu partout, ça serait génial. Donc, on donne la parole à Monsieur de Laval. Bonjour Daniel, bonjour à toutes et tous, Frédéric de Laval en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est Hervé Krieger, la métropole de Strasbourg. Nous, on a une contrainte horaire du côté de chez nous, à midi, il faut qu'on quitte. Donc, si je peux me permettre, s'il y a des questions, ce serait peut-être le moment pour nous d'y répondre. Je suis désolé de bousculer votre organisation, mais... Oui. Alors peut-être juste du coup une question qui était donc à destination de Strasbourg. La question était la suivante: comment vous approvisionnez donc les bateaux, et est-ce que la solution donc que vous avez mis en place à Strasbourg est adaptable à toutes les villes qui potentiellement possèdent un fleuve? Alors, comment nous, on n'approvisionne rien, hein, ni l'Eurométropole, ni Voies navigables de France, puisqu'on met juste à disposition une infra. L'approche, c'est ce que je vous ai montré sur la 3e slide, se fait au niveau du port de Strasbourg. Il y a un site de massification. Donc, c'est une approche, on est en logistique urbaine.
la marchandise à destination de la ville, comme tous les exposés suivants ont pu le démontrer, c'est principalement de l'alimentaire et de la messagerie. Par conséquent, même si le site d'ailleurs il est connecté fer, l'approche se fait quand même en véhicule, en camion le matin, naturellement au port, qui est quand même un site qui est inondé par les camions le matin. Le deuxième volet de la question, c'était est-ce que c'est reproductible? Alors, dans la mesure où la ville est connectée fluviale, évidemment, dans la mesure où il y a un certain nombre de contraintes techniques qui sont levées du point de vue de la navigation, il y a deux conditions de réussite. C'est un quai vraiment au cœur de la zone commerciale. Si vous êtes à 2 km, c'est trop loin, c'est trop long. Et un quai de massification en amont de la ville. Et après, un des autres points de succès, à mon sens, pour de la logistique urbaine au service des centres-villes, c'est que ce point de massification se retrouve quand même à une limite temporelle acceptable, maximum 1 heure, pas plus, sinon on n'est pas gagnant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Daniel. On redémarre, Urbi. Merci. Merci. Oui, rebonjour Frédéric Delaval, donc directeur général délégué d'Urbi. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, impeccable. Très bien, merci. Oui, j'interviens auprès de Cœur de Ville en mouvement parce que, à la demande de Daniel, pour essayer de vous faire un retour d'expérience sur les travaux que nous avons menés, que nous développons à Grenoble. Grenoble, mais nous sommes déjà aussi présents dans 18 métropoles, bientôt 19, et d'autres grandes villes. En fait, ce que je vous exprime ici fera peut-être écho à certains d'entre vous sur ce que vous vivez dans d'autres zones urbaines. Nous avons à Grenoble gagné l'appel à manifestation d'intérêt de la métropole pour la mise en place à l'époque de ce que l'on appelait un CDU, un centre de distribution urbain. Et puis, nous l'avons gagné avec différents partenaires et nous avons mis en place le contenu de notre proposition lors de cette AMI. Il consistait la mise en place d'un centre de distribution urbain je dirais, très très proche de la ville, de manière à pouvoir proposer à tous les acteurs qui ont besoin de faire de la distribution de marchandises en cœur de ville, de pouvoir déposer leurs marchandises chez nous. Notre promesse est la suivante: déposez votre marchandise chez nous, je dirais pour tous les acteurs qui en ont besoin. Bien sûr, ce n'est pas du colis, c'est supérieur à des colis, c'est-à-dire de 15 kg jusqu'à, allez, on ne donne pas de limite, mais on pourrait dire 30 tonnes. Et notre objectif, c'est de pouvoir optimiser, massifier l'ensemble des produits pour les distribuer en cœur de ville avec des véhicules à faible émission, avec des personnes formées, avec des gens qui ont les codes de la livraison en cœur de ville et avec, bien sûr, je dirais, le souci de respecter l'environnement. Le mobilier urbain, etc. Chose très importante aussi, si nous faisons cette distribution des produits en cœur de ville, que ce soit pour les entreprises, les collectivités, les artisans, nous sommes aussi capables de collecter les produits du cœur de ville en même temps que nous distribuons pour pouvoir les ressortir sur ce centre de distribution urbain et les mettre à disposition des transporteurs, ainsi évitant aux transporteurs de rentrer dans la ville à vide pour aller chercher ces produits, s'arrêtant chez nous et repartant immédiatement. On voit là un double impact, l'utilisation de véhicules optimisés, massifiés, chargés au maximum avec des véhicules à faible émission permet de réduire à la fois le trafic, permet de réduire donc la congestion et donc la pollution de par l'usage des bons véhicules et la réduction du trafic, mais en même temps permet de réduire le nombre de véhicules dans le cœur de ville parce que si vous êtes capable de collecter et de ressortir les produits, ça évite à des véhicules vides de rentrer dans le cœur de ville et donc vous réduisez toutes les externalités négatives de ce fait. Alors, cette plateforme a été développée pour être ouverte à tous, acteurs
privés, publics, et nous avons développé beaucoup de, comment dirais-je, de services. Oui, simplement, je rappelle que nous avons mis en place l'infrastructure en mars 2018 et donc nous sommes bientôt à 3 ans de fonctionnement de cette infrastructure. Nos premiers clients a été Renault qui nous a confié la livraison des pièces détachées automobiles sur toute la métropole, par exemple. Mais c'est aussi la collecte d'un certain nombre de recyclages qui étaient évacués ainsi de manière harmonieuse. C'est aussi la collecte d'emballages en logistique retour. C'est aussi la possibilité que nous avons offert à des artisans de faire de la réception de commandes pour eux, des menuiseries, des livraisons de chantier, etc. et de pouvoir les livrer en fonction de leur chantier quand ils en avaient besoin. C'est aussi la collecte des 3 E. Alors, des 3 E, c'est un acronyme qui veut dire l'évacuation des, comment dirais-je, des produits électroniques, électroménagers qui sont usagés. Et dans l'espoir, dans le futur, de pouvoir les réintégrer dans ce qu'on appelle les filières de réemploi. C'est aussi la possibilité de travailler sur des opérations avec la Fédération des commerçants de Grenoble, sur des opérations de réception, de stockage et de distribution justement pour les commerçants de Grenoble, afin de favoriser à la fois le développement de réassorts des magasins, mais aussi la livraison en to-C, c'est-à-dire des clients directs. Ces clients bien, qui ont été très heureux d'être livrés par leurs commerçants alors que ceux-ci étaient pour certains fermés ou en difficulté de livrer leurs clients tout au long des contraintes sanitaires. Alors, nous continuons bien sûr à faire à développer des services de plus en plus complexes. Par exemple, les cuisinistes. Lorsque vous installez des cuisines chez un particulier ou dans une entreprise, ce sont des équipements qui sont lourds. Eh bien, en fait, on a proposé la possibilité de ne plus rentrer, que les camions ne rentrent plus dans le cœur de ville, qu'ils puissent déposer leur matériel, enfin leur cuisine venant des unités de production chez nous, et la possibilité de faire ce qu'on appelle l'appairage entre la cuisine, je dirais en bois, et puis les appareils électroménagers, et en fonction de la demande des monteurs, des poseurs, de livrer au jour le jour les équipements nécessaires au montage de ces cuisines. Ça, c'est très important parce que, en fait, en même temps que vous pouvez déposer cette cuisine, donc au fur et à mesure, vous pouvez aussi évacuer l'ancienne cuisine, les gravats, les cartons et les plastiques. Et une chose aussi très importante, c'est que les artisans se sont dit, mais je n'ai plus besoin de rentrer dans la ville avec une camionnette, avec tous les problèmes de stationnement que cela peut générer. Cela permet même presque aux poseurs de circuler en cœur de ville avec des transports en commun. C'est une chose que nous tentons de dupliquer, par exemple, au sein de Paris, afin d'utiliser au maximum les transports urbains pour les personnes qui se déplacent, et de faire en sorte que l'apport des matériels ou l'évacuation des matériels, que ce soit les outils ou les matériaux, soit fait de manière optimisée. Nous avons aussi développé la livraison à 2 personnes. Par exemple, nous sommes distributeurs exclusifs de poltronnes sofa sur la zone. C'est éviter de rentrer des canapés et des dizaines de canapés dans la ville, dans un magasin. C'est permettre la livraison de ces produits chez des particuliers avec d'autres produits de manière à optimiser le chargement des véhicules, etc. etc. Comme vous le voyez, on a même essayé le stockage et les livraisons ponctuelles pour l'événementiel. Aujourd'hui, l'événementiel est un petit peu en difficulté. Il n'y a plus d'activité de ce type. C'est bien malheureux, mais nous espérons reprendre prochainement. Bien sûr, d'autres activités ont été testées, le portage des achats. Alors, ce n'est pas tout à fait notre métier, puisque nous sommes quand même sur des produits un petit peu plus lourds, mais nous l'avons fait pour aider durant la crise des commerçants, pour livrer leurs clients. Et aujourd'hui, nous travaillons en pleine complémentarité avec le mine pour essayer de livrer à partir du mine des produits dans des box frigorifiques, en vélo à assistance électrique, des biens alimentaires qui ne sont pas obligatoirement des produits préparés, mais qui peuvent être aussi des produits un petit peu plus massifiés, préparés sur le mine, qui est une garantie de fraîcheur et souvent d'approvisionnement locaux. Voilà.
Je vous ai décrit un petit peu l'ensemble des services qui peuvent être mis en place pour pouvoir rendre service à la ville, rendre service au cœur de ville, rendre service aux citoyens. Parce que ce qui nous paraît important, c'est que si nous travaillons de concert avec la métropole, nous ne sommes pas dans une volonté de travailler sur l'obtention de subventions. Ça ne sert à rien parce que ça ne pérennise pas le business. Par contre, nous voulons travailler avec les collectivités, et là ici avec la métropole de Grenoble au sens large du terme, parce que ce genre d'activités ne verront le jour que si, et je rejoins le maire de Cernay sur son initiative, que si des infrastructures immobilières sont mises à disposition, que si les espaces de logistique urbaine sont aménagés en cœur de ville pour pouvoir développer les services de proximité. C'est extrêmement important pour quelque part réinternaliser les services de logistique urbaine en cœur de ville et permettre des services et des approvisionnements au plus près des consommateurs. Ce qui s'est vérifié durant la crise et qui se vérifie encore. C'est pour nous aussi une logique de développement des services en cœur de ville et peut-être permettre aussi de rétablir un petit peu l'équilibre entre des commerçants de cœur de ville et puis des grands e-commerçants. Le groupe La Poste travaille avec tout le monde et les équilibres économiques qu'il soutient, ce sont à la fois des acteurs, les grands acteurs internationaux, mais aussi les acteurs locaux, régionaux et nationaux, qui sont tout aussi importants dans l'équilibre du développement d'un écosystème. Voilà. J'ai essayé de faire court parce que je sais qu'il y a peu de, de temps disponible encore, mais je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Juste, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très intéressant. Vous êtes une filiale du groupe La Poste et La Poste est implantée partout, donc ça aide peut-être aussi le déploiement de vos activités. Alors, nous sommes une filiale privée du groupe La Poste avec un autre actionnaire qui s'appelle la Banque des Territoires. Nous avons deux actionnaires à notre tour de table qui nous aident à nous développer. Certaines fois, il est possible de s'implanter dans les emprises immobilières du groupe La Poste. Bien sûr, mais vous savez, les emprises immobilières du groupe La Poste peuvent être des bureaux de poste, le réseau, peuvent être aussi des infrastructures. Ici, nous parlons d'infrastructures dites de cross-docking. Alors, c'est un petit peu technique, mais ça fait appel à des passages de gros colis, des machines à laver, des palettes, des big bags, des cuisines équipées, etc. Et là, les infrastructures de La Poste traditionnelles, je dirais, qui sont plutôt équipées pour la lettre, le colis, ne sont pas tout à fait adaptés. Donc, c'est une recherche au cas par cas. Il y a des fois, ça marche bien, on les réadapte. Il y a des fois, eh bien, nous allons prospecter dans le patrimoine immobilier d'une métropole, d'une ville, pour essayer de trouver le meilleur emplacement possible. Très bien. Daniel, c'est à vous. Peut-être les questions comme ça, comme on a une dernière ou un dernier intervenant, on prendra les questions en même temps, d'accord? Oui, après. Merci, Monsieur Delaval. Moi, je n'ai pas tout entendu parce que j'avais des problèmes de connexion. Je vous remercie infiniment d'avoir présenté votre modèle que je trouve vraiment duplicable en plus partout et dont les collectivités pourraient s'inspirer évidemment pour vous accueillir. Merci. Merci, Daniel. Merci à vous tous. Donc, on va passer à est-ce que Christine est arrivée? Oui, tout à fait. Bonjour, Daniel. Bonjour, Christine. Bonjour. J'ai ouvert ma caméra et mon écran. J'espère que chacun m'entend. Alors, je vais, moi, intervenir pour vous parler de deux choses. Essentiellement, je vais vous parler de récupération d'espace public et d'outils d'optimisation du stationnement. Donc, ce n'est pas tout à fait en lien avec la thématique du jour, mais quand même, il y a un lien qui existe. Et pour commencer, je vais aussi vous parler un petit peu de logistique. J'avais envoyé juste 2-3 slides sur lesquels appuyer ma présentation. Je ne sais pas si c'est possible de les partager avec les participants. Autrement, ce n'est pas grave. Moi, je m'appelle Christine Charrier. Mais si, il faut les lancer. Il va les lancer.
Oui, ça sera bien, mais je peux commencer sans perdre de temps. Je travaille pour une société d'économie mixte à Lyon qui s'appelle LPA, Lyon Parc Autour, qui est une SEM assez ancienne puisqu'on a fêté nos 50 ans en 2019. On est une SEM qui avons un cœur de métier qui est positionné sur la gestion des parcs de stationnement public. C'est notre savoir-faire originel. Et puis, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans maintenant, nous avons commencé à développer des activités autour de l'autopartage et nous sommes Cities LPA pour ceux d'entre vous qui ont la chance de connaître le réseau Cities. Et puis, nous développons d'autres activités dans notre stratégie, dont des activités qui sont tournées autour de la logistique urbaine. Donc, je vais commencer par celles-ci parce qu'elles vont faire le lien avec l'intervenant précédent et Urbi. À Lyon, nous avons quelques parcs de stationnement qui ont la chance soit d'avoir une très grande hauteur sur un niveau, soit être en élévation avec un rez-de-chaussée surélevé. On a les deux cas de figure et ça nous a permis de développer ce qu'on appelle des élus, des espaces logistiques, de logistique urbaine, qui sont des espaces en hypercentre de Lyon. Les Halles de Lyon dans le quartier de la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent Lyon, Cordeliers, en plein centre de la presqu'île lyonnaise, P2 à la Cité internationale qui est connecté avec cet espace-là. Et nous avons aujourd'hui des expérimentations, on peut être plutôt sur l'expérimentation sur ces espaces-là qui nous permettent, qui nous permettent de gérer qui nous permettent du coup de gérer de la logistique. Alors nous ne sommes pas, nous, gestionnaires en direct de logistique. En revanche, nous mettons ces surfaces à disposition d'un certain nombre de logisticiens. Sur la presqu'île, nous accueillons aujourd'hui de la logistique du dernier kilomètre de Carrefour qui fait de la livraison à domicile. Urbi, nous nous retrouvons ensemble sur les Halles à Lyon et l'espace P2 à la Cité internationale est assez récent et est en recherche d'occupants aujourd'hui. Merci, c'est cette slide qui me permet du coup d'en parler un petit peu. Donc ça, ce sont des projets d'hypercentre qui sont extrêmement intéressants. Je rejoins la remarque qui avait été faite précédemment, c'est-à-dire qu'il faut trouver des espaces pour pouvoir le faire et on n'a pas toujours les espaces qui vont bien. Le slide, si vous pouvez l'arrêter ici, il va bien parce que j'en parlerai juste après. Nous avons donc des occupants sur ces espaces-là. Et puis justement avec la Banque des Territoires, avec Postimo et avec la CERL, qui est une société d'économie mixte d'aménagement, une société publique locale d'aménagement sur Lyon, nous avons LPA et ses partenaires répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour créer le premier hôtel logistique urbain sur le port Édouard-Herriot à Lyon. Donc, ensemble, nous allons construire 29 000 m² d'hôtels logistiques qui ouvriront leurs portes en 2023 et qui permettront justement d'assurer cette transition de la marchandise pour passer vers des modes d'approvisionnement qui sont des modes jugés en tout cas plus vertueux et plus compatibles avec la ville qui est souhaitée demain. Voilà, je voulais faire ce lien quand même sur le volet logistique urbaine. Je ne suis pas dans l'entreprise la spécialiste de cette question-là. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas trop plus avant. En revanche, la question de la logistique urbaine, elle s'approche aussi souvent par la question de la gestion de l'espace public. C'est vraiment un point essentiel parce que
aujourd'hui que l'on livre avec des petits véhicules électriques, que l'on livre avec des vélos cargo ou d'autres véhicules de ce type-là, ou avec des camions plus grands, c'est quand même sur l'espace public que se fait la plupart du temps la logistique entre le mode de déplacement et la destination finale. Nous, dans notre métier, nous nous sommes interrogés alors sur la question de l'espace public et de comment libérer de l'espace public du stationnement pour pouvoir apporter d'autres fonctions à cet espace public. Non pas que nous soyons aménageurs et que nous ayons la capacité de le faire au titre de la voirie, mais en termes de stationnement, il s'avère que très souvent, quand on a un projet urbain, le point de blocage, le point de friction sur le projet d'aménagement, il est souvent sur ce qui se passe sur l'espace public et notamment sur le stationnement. Alors, c'est le stationnement des voitures la plupart du temps, mais ça peut être aussi le stationnement des véhicules de livraison au travers des zones de desserte ou des zones de livraison. Sur la question du stationnement, nous nous sommes dit, comme d'autres, qu'il était difficile dans une métropole comme Lyon d'imaginer que chaque quartier dispose d'un parc public de stationnement qui vienne prendre le surplus de stationnement de la demande, que ce soit celle des habitants, que ce soit celle des gens qui travaillent ou que ce soit celle des gens qui viennent comme visiteurs sur le site. Et dès lors, nous nous sommes intéressés aux espaces disponibles en dehors des parcs publics. Et le travail qui a été mené de longue date par la métropole de Lyon nous a permis d'identifier le fait que une large partie des places de stationnement dans les immeubles de bureaux ou les immeubles d'habitation, souvent, sont des places qui sont vacantes. Alors, elles peuvent être vacantes dans le temps, mais elles sont souvent totalement vacantes, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas d'utilisation à aucun moment. Donc, nous avons développé un système qui s'appelle LPA & Co. Donc, si vous voulez passer 2 slides, s'il vous plaît. Merci, c'est celui-ci dont j'ai besoin. LPA & Co. D'autres, vous le connaîtrez sous d'autres appellations auprès d'autres prestataires, Zenpark et Spark font ce type de choses. Le principe, c'est d'aller démarcher des propriétaires de places qui sont des places vacantes et de leur proposer un deal. Nous prenons en gestion les places vacantes, nous les installons sur une place de marché, nous les louons pour leur compte et nous partageons les revenus. Nous rémunérons bien sûr le propriétaire de ces places. C'est un système qui est vraiment un système vertueux et qui répond vraiment à l'intérêt général. L'intérêt général parce que c'est un système qui permet d'une part d'améliorer l'utilisation d'équipements qui existent, qui sont construits et puis qui sont sous-utilisés. C'est de l'intérêt général parce que ça permet de dégager de l'espace sur la voirie et que cet espace sur la voirie, quand il est dégagé, il permet d'être affecté à une autre utilisation. On peut imaginer des élargissements de trottoirs tout simplement, on peut imaginer des pistes ou des bandes cyclables, des couloirs bus ou des zones de livraison quand on est dans un système nécessaire. C'est ce qui permet aussi de planter des arbres dans les rues en réduisant la capacité de stationnement sur la voirie et son utilisation. En tout cas, en faisant diminuer la demande et donc la pression sur une offre de stationnement. Donc, il nous semble que l'intérêt général est tout à fait servi par ce service-là. C'est aussi un service qui nourrit le développement durable et la transition écologique aussi sur les territoires, dans ce sens que ça permet de développer une économie de la fonctionnalité et plus une économie de la possession, et d'optimiser l'usage d'un certain nombre d'objets qui sont déjà existants. Puis bien entendu, ça répond aux problématiques et des politiques de mobilité, puisque ça permet
de trouver des offres de stationnement dans des secteurs où les modèles économiques n'existeraient pas pour faire du parc public de stationnement et que la collectivité intervienne dans ce système. Donc, je voulais simplement le slide suivant, s'il vous plaît, vous donnera quelques chiffres sur notre offre. Aujourd'hui, nous avons 138 parkings qui représentent un peu plus de 1400 places. Nous avons 16 000 clients récurrents. Le slide date du 31 janvier de cette année. Nous avons franchi il y a quelques jours les 900 abonnés au mois, ce qui permet quand même de libérer beaucoup d'espace public, 900 voitures de moins sur l'espace public. Je tiens à préciser, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ce sont très majoritairement des habitants. Nous avons 70% des clients abonnés qui stationnent dans l'offre qu'ils ont choisie parce qu'elle est à proximité de leur domicile. Donc, ce sont des gens qui préalablement étaient en stationnement résidentiel sur voirie la plupart du temps et donc étaient en utilisation de longue durée et étaient des voitures ventouses. C'est important parce que ça n'est pas forcément, selon la tarification qui est appliquée et les modes de gestion, ce n'est pas forcément un, mettez des guillemets, aspirateur à voiture comme que certains pourraient le penser. Mais il faut intégrer cette offre-là dans la politique globale de stationnement de la collectivité pour que ce soit un outil qui soit efficace. Et nous avons quelques places qui sont ouvertes à la réservation horaire pour des gens qui viendraient sur 2 heures, 3 heures ou une journée simplement. Le nombre de places est assez limité, mais nous avons quand même 1300 réservations qui s'effectuent chaque année sur ces quelques places qui sont ouvertes à la clientèle horaire. J'insiste sur le fait que c'est vraiment un outil, LPA & Co, ça n'est qu'un outil, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un outil qui doit être, à mon sens, maîtrisé par les collectivités et intégré dans les politiques publiques menées en matière de stationnement. On a bien l'offre sur la voirie, on a bien, et sa gestion, on a bien le module de l'offre en parc de stationnement, que ce soit du parc de stationnement central ou du parc relais ou du parc de gare, et on peut avoir différents aspects. Et on a toute une manne qui existe aujourd'hui, qui est celle de l'offre privée et qu'à travers ces services de mise à disposition ou de marketplace, on arrive à adresser aujourd'hui. Voilà, je voulais partager ces éléments d'information avec vous. Merci Christine. Alors c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que il y a peu d'exemples comme celui-là et vraiment c'est très bien parce que vous n'avez pas pu participer au début, mais on a tellement insisté sur ce problème d'espace dont on manque tant et de partage et de collaboration. Je trouve que votre modèle est absolument exemplaire. Donc ça donne vraisemblablement des idées à beaucoup de villes qui se posent des questions. Malheureusement, vous n'étiez pas présente le jour où on avait fait l'atelier stationnement, mais du coup, ils auront l'information maintenant de choses. C'est un peu une session de rattrapage, j'en conviens. Les participants qui sont encore là puissent répondre. On passe aux questions? Oui. Ok. Oui. Alors, on avait plusieurs questions donc, qui concernaient donc, différents intervenants. Tout d'abord, donc une question donc, sur le dernier kilomètre Anne qui nous demandait s'il y avait un regroupement, il pouvait y avoir un regroupement de marchandises par quartier. Et donc c'était une question donc, qui concernait donc, notre deuxième intervenant. Nancy. Nancy, ils ne sont plus là. Alors, je vais passer du coup à une prochaine question. Jean-François Gonnet qui nous dit donc je suis une régie de quartier de Lyon. Nous avons des capacités de développement d'emploi d'insertion pour de la livraison de proximité par vélo cargo, VNF et le métro Lyon. Ont-ils des projets
en centre-ville presqu'île. Alors, qui veut répondre? Est-ce que Strasbourg est encore là, Christine? Non, Strasbourg. Non, Strasbourg est parti. Moi, je pense qu'on enverra évidemment l'ensemble des questions aux personnes. Il y avait une question pour… Lyon, je veux juste préciser que j'invite à aller sur le site qui s'appelle Ma Livraison Zen et qui permet d'avoir un référencement. C'est un site qui est géré, qui a été monté par la ville de Lyon et la mairie de Lyon et qui vise à recenser et mettre en valeur les structures, les entreprises qui proposent au monde économique de manière générale de la livraison décarbonée. Donc voilà, ça peut être la porte d'entrée. Merci. Alors, une dernière question tout de même donc pour Urbi, de Madame Anne Giofredo qui nous demandait donc si sur Grenoble, Urbi avait un partenariat avec d'autres transporteurs pour une mutualisation sur le dernier kilomètre. Alors, pour répondre mieux que par écrit à la question, nous n'avons pas de partenariat. Enfin, la notion de partenariat dans le monde économique n'existe pas. On a plutôt des contrats. On a 6 transporteurs qui nous font confiance et qui déposent leurs marchandises chez nous pour que nous opérions la distribution du dernier kilomètre. Donc, le partenariat est plutôt un contrat économique où nous sommes l'opérateur du dernier et du premier kilomètre pour eux. Ce qui fait que, si je prends que ces 6 transporteurs, quand leurs camions arrivent le matin, ils arrivent tous sur notre centre, ils déchargent leurs marchandises et là, nous allons les distribuer de manière massifiée et optimisée en cœur de ville. C'est-à-dire que nous sommes un opérateur neutre pour tous les transporteurs. Il faut dans un modèle économique que nous soyons à la fois en capacité de répondre à leurs demandes et à leurs souhaits, que ce soit de services environnemental, etc. Mais en même temps que nous soyons en capacité de respecter la neutralité du transport des marchandises pour chacun d'eux en cœur de ville, de manière à ce qu'ils ne rentrent pas en concurrence ou ils ne s'intermédient pas, comment dirais-je, les uns les autres. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et cette garantie-là permet à la fois de, comment dirais-je, de petit à petit de monter en puissance avec 6 transporteurs. On en aura d'autres bientôt. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Car c'est vraiment, mais Daniel en parle tellement bien, mais il y en a pour 2 heures. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des transporteurs, c'est très normalement, vous prenez le colis et vous l'emmenez directement chez le commerçant ou chez le particulier. Voilà. Donc la rupture de charge est parfois très compliquée. Voilà. Oui. C'est justement ce que nous gérons, c'est essayer de faire en sorte que cette rupture de charge soit la plus fluide possible, puisqu'elle consiste en faire la réunion de l'ensemble des flux de différents transporteurs pour qu'ensuite il n'y a qu'un seul véhicule qui se transporte en cœur de ville de manière la plus optimisée possible. On essaie de le faire au mieux et de monter en puissance par rapport à ce genre de choses et on trouve je dirais un intérêt de plus en plus grand de la part de nos clients, qu'ils soient publics ou privés. Puisque la mairie la métropole de Grenoble lance maintenant des appels d'offres avec des obligations de mutualisation pour ses fournisseurs, de passer par nous ou par d'autres, mais être sûr que dans les véhicules qui fourniront leurs produits à leurs cantines, à leurs écoles, à leurs administrations, qu'ils soient faits de manière à respecter les critères de la ZFE traversée avec des critères de mutualisation. Daniel, si vous voulez bien, on peut peut-être laisser la parole à notre grand témoin Thibaut Prévost. Peut-être. Oui, le grand témoin, que pense Thibaut de cet atelier et quelle réflexion ça lui donne? Le grand témoin, le modeste témoin, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce sont des initiatives tout à fait intéressantes et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elles fassent des émules. Hein. J'allais renvoyer un petit peu le sujet vers Pierre. J'espère qu'aux prochaines assises, du coup, le sujet de la logistique urbaine fera partie des thématiques abordées. Je ne sais pas sous quelle forme, il faudra qu'on réfléchisse à la manière dont on met tout ça en musique. Et voilà, ce serait bien effectivement que ces initiatives et puis beaucoup d'autres en fait soient peut-être valorisées et surtout que beaucoup d'entre elles sont duplicables de ce qu'on a compris. Et adaptable dans différents contextes, et pérennisable.
Et c'est ça qui est important. Merci Thibaut. Non. Oui. Juste un mot, on a toujours notre vice-président Daniel Patier qui nous enquiquine pour qu'il y ait quelque chose au moment des assises pour qu'on parle de la livraison en disant que c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'il y aura quelque chose. La dernière fois, pause que vous avez fait, Daniel, était extraordinaire avec ce jeu que vous avez conçu, avec toute une équipe formidable. Juste avant de vous laisser la parole pour que vous puissiez conclure, je tiens à remercier toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement, Morgane Griot qui s'est investi énormément à vos côtés, Charles-Antoine Zayeb, je crois qu'il était avec vous tout à l'heure pour la partie technique. Voilà, et puis l'ensemble des gens qui ont été là, Constant et tout, Alba Real évidemment. Mais je pense que c'est important parce que ça montre quand même que maintenant la logistique, le dernier kilomètre, il est bien pris en compte. Et je pense que grâce à vous, on est une des associations d'élus et de parlementaires qui sensibilisent nos élus de façon très importante sur cette cause qui est vraiment indispensable pour nos vies. Écoutez, donc pour en conclure, hein, c'est ce que je vous disais au début, finalement, la Covid m'a beaucoup servi parce que ça fait quand même 20 ans qu'on parle un petit peu dans le désert, nous, en disant que la logistique, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, avec cette pandémie, on s'est bien rendu compte que rien ne pouvait exister dans une ville sans la logistique, puisque tout arrive forcément d'un endroit ou à un autre. Donc, proposiez des questions sur lesquelles on pourrait vous répondre et sur lesquelles on pourrait donc adapter nos programmes. Donc, ça serait peut-être pas mal qu'on puisse donc continuer à vous suivre en accompagnement de ce que vous avez déjà pensé faire. Donc, ça serait intéressant. Et j'espère surtout qu'on pourra faire nos prochains ateliers de visu parce que réellement, malgré la technologie, on peut dire qu'on a eu quand même beaucoup de petits soucis là, de micro. Alors, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais du coup, c'était un petit peu compliqué à tout suivre. Et on espère que la prochaine fois, on pourra se voir en vrai. Mais écoutez, je remercie vraiment tous les intervenants et tous les participants. Et on se dit, bien sûr, à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants. Merci, au revoir. Et surtout aux intervenants. Merci pour tous les intervenants qui étaient formidables. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.